Donc, on va commencer en fait, il est 16 heures. Tout d'abord, en fait, je suis ravi de vous voir aujourd'hui dans ce webinaire en fait, qui est consacré au digital en Algérie, que M. Yazid Agdal va nous présenter en fait un état des lieux général, toutes les opportunités en fait, qui se présentent aujourd'hui dans le digital en Algérie, les efforts en fait, qui sont faits par les autorités pour améliorer la vie en fait des citoyens grâce au digital. Donc, juste quelques mots en fait par rapport à Algerian Business Club. Donc, Algerian Business Club, son but c'est d'apporter en fait la richesse et la compétence en Algérie. Algerian Business Club. Donc, je cite donc notre site. Ahmed, ça se coupe, hein? Je ne sais pas ce que c'est le cas pour tout le monde. Oui, on n'entend pas. Alors, Ahmed, il paraît que tu as un problème sur votre connexion. Allô? Oui, Ahmed, maintenant on t'entend. Il y avait une coupure. Très bien. Donc, j'ai eu une petite coupure. Donc, c'est l'Algérie. Hein. Donc, faut pas... il y aura certainement des petites coupures comme ça de temps en temps. Donc, on a un groupe LinkedIn de 470 personnes. On a aussi, en fait, un groupe WhatsApp de plus de 80 personnes. On a notre plus grand groupe, en fait, c'est un groupe sur Slack qui a dépassé en fait, récemment les 1000 membres. Il y a beaucoup d'échanges en fait, sur Slack. Donc, je vous invite en fait, à s'inscrire via notre site internet pour recevoir toutes les notifications, les messages et les échanges via ce groupe-là. On a aussi en fait deux chaînes YouTube, donc une chaîne consacrée au business ou aux opportunités, à l'investissement d'une manière générale en Algérie. Une deuxième chaîne en fait consacrée aux success stories. Les success stories, c'est des Algériens, des enfants de l'Algérie en fait qui ont décidé de rentrer en Algérie et qui ont réussi à créer leur business et que en fait, leur business marche aujourd'hui en Algérie. Donc, ils nous racontent un petit peu leur histoire, comment ils ont réussi à surmonter les obstacles et comment ils ont réussi en fait, à mettre leur business sur les rails en Algérie. Donc, sans tarder, juste un petit rappel des règles. Donc, s'il vous plaît, désactivez vos micros pour ne pas perturber M. Yazid Abdel pendant sa présentation. Donc, à la fin, il y aura en fait la pause. Ahmed. Apparemment, à nouveau, on a une coupure. Pour laisser de participer à ce webinaire. Donc, sans tarder, je passe la parole à M. Agdal pour qu'il commence sa présentation. Alors, bonjour tout le monde. Salam alaikum, marhaba bikum. Donc, j'espère que ce webinaire va être utile pour l'ensemble des participants. Donc, après la discussion avec Ahmed, donc, on a à présenter un petit peu l'état des lieux du numérique ou du digital en Algérie. Donc, on va parler brièvement de quelques statistiques sur l'utilisation d'Internet et qu'est-ce qui caractérise cette utilisation en Algérie. On va parler de quelques services gouvernementaux qui ont été dernièrement ou même avant offerts aux citoyens, aux entreprises. On va parler aussi du e-payment et e-commerce. Et on va terminer avec un petit passage sur les startups et ce qui se fait dans ce domaine. Et on va terminer avec un petit mot sur le gain que je représente en quelque sorte. Donc, Ahmed, on peut passer au premier slide. Donc, on va parler sur quelques chiffres d'utilisation d'Internet en Algérie. Donc, pratiquement sur une population de 44 millions. Donc, ça, c'est des statistiques récentes qui datent de janvier 2021.
ça représente plus ou moins la réalité. Donc, plus ou moins, c'est ce qui existe sur le marché. Donc, on a plus de 46 millions d'abonnés mobiles. Donc, on comprend qu'on a plusieurs personnes qui ont plus qu'une puce. Donc, le nombre d'utilisateurs d'Internet, c'est plus de 26 millions. Donc, sur ces utilisateurs, bien sûr, on a des utilisateurs qui… bien sûr, la présentation sera partagée à la fin, pas de souci. Donc, on a 26 millions d'utilisateurs Internet. C'est énorme, sachant que le grand nombre, bien sûr, c'est des utilisateurs mobiles, mais aussi l'utilisation sur la DSL fixe est aussi importante. Slide suivant, Ahmed. Alors, ça aussi, c'est l'évolution de l'utilisation. On voit essentiellement que l'utilisation de l'Internet fixe a vraiment avancé de plus de 16%. Donc, il faut savoir une chose, c'est que les efforts qui ont été déployés sont, malgré tout ce qui se dit sur Alger Telecom et le problème de la qualité de la connexion Internet, mais aussi, il faut dire qu'il y a l'Algérie, c'est un continent, c'est pas un petit pays. Donc, il faut savoir que la politique de l'État, c'est d'essayer de donner l'accès à Internet à tout le monde, même dans les plus petits villages à l'intérieur du pays. Donc, il y a un effort qui n'est pas évident d'essayer d'aller vers le citoyen là, même s'il est au sud, même s'il est à l'intérieur, même s'il est dans des régions difficiles. Moi, je connais des régions à l'intérieur du pays qui sont des petits villages et qui ont de la DSL avec de la fibre, où des fois on utilise le VLL, donc la connexion sans fil. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un effort qui est fait. On pourra parler pendant les questions sur qu'est-ce qui fait qu'Internet actuellement, on a toujours ce problème de connexion Internet, mais il y a au moins des efforts pour l'amélioration. Alors, d'autres chiffres, Ahmed? Alors, je profite, Ahmed, je pense qu'on l'a perdu. Donc, ce qu'on a d'autre comme des statistiques, donc on a environ 23 millions d'utilisateurs sur Facebook. Donc, ça, c'est un nombre important. Ça représente un petit peu l'engagement par rapport de la population par rapport à ce réseau social qui reste le premier réseau social. Donc, c'est clair que la tranche d'âge, d'autres tranches d'âge qui préfèrent d'autres réseaux sociaux, tels que Instagram, par exemple, qui compte plus de 6,8 millions d'utilisateurs. Donc, on comprend bien que la tranche d'âge, plus on a les jeunes qui sont sur ce réseau social. Sur LinkedIn, on parle d'environ 2,5 millions d'utilisateurs. Ça, on le remarque aussi. Il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent LinkedIn pour soit la recherche d'emploi, pour le réseautage, pour faire connaître son entreprise, ses produits. Donc, on a aussi cette tendance vers LinkedIn. Pour Twitter, on a toujours du mal à faire décoller Twitter en Algérie. On a moins de 700 000, donc environ 625 000 comptes, donc utilisateurs. Donc, mais ça donne à peu près une image sur l'utilisation. Ahmed, je ne sais pas ce qu'on a perdu, Ahmed. Il y a des petites coupures Internet et des fois, en fait, ça déconnecte. Allez, pas de souci, pas de souci. Alors, tu vas vers le dernier slide où il y a Twitter. Donc, on a LinkedIn. Juste après, je pense qu'il y a Twitter. Juste avant. Voilà. Très bien. Donc, next slide. C'est des statistiques sur les sites les plus visités et les recherches les plus importantes. Donc, vous remarquez que environ à part Google et YouTube, c'est normal. Donc, quand vous avez Webknis, vous remarquez que c'est le site le plus utilisé. Quand vous avez aussi des sites de journaux, par exemple, An-Nahar, ainsi de suite. Donc, pour la
la recherche, vous voyez qu'il y a un besoin en traduction. Vous voyez que il paraît que il y a beaucoup de. Bon, c'est l'ouverture, c'est normal. Hein, donc mais le reste, je pense que c'est logique. Donc, des fois, quelqu'un dit comment on utilise Google pour faire de la recherche pour Google. Donc, on cherche Google sur Google. En fait, généralement, c'est lié à Chrome. Hein, donc, en fait, c'est par rapport à Chrome. Maintenant, ça, c'était juste un petit aperçu sur ce qui se passe sur le net algérien. Cette tendance et cette utilisation, bien sûr, a été marquée par l'introduction de la 3G et la 4G. Donc, le nombre d'utilisateurs d'Internet a largement augmenté, donc, et les prix aussi ont suivi. Donc, on remarque que les prix aussi, par rapport aux premiers temps, on a toujours des offres, de la concurrence entre les opérateurs. Maintenant, la qualité, tout dépend de la ville, du réseau, de l'opérateur, de la région. Donc, mais globalement, au moins, on arrive, par exemple, à faire des lives. Ça, c'est avant, c'était pas évident. Et cette utilisation d'Internet, ça a été marqué et ça a été en fait très mis en évidence avec la crise du Covid. Donc, le Covid a fait que, par exemple, pour l'éducation, le ministère était dans la précipitation et dans l'urgence et il était dans l'obligation de lancer des cours en ligne. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont activé le travail à distance pour les entreprises qui étaient prêtes. Donc, cette crise du Covid, en fait, elle a accéléré un petit peu, si on peut dire, la transformation digitale en Algérie. Donc, ça a poussé beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises, beaucoup de commerces à revoir leur modèle pour s'adapter à cette nouvelle tendance d'Internet et d'utilisation d'Internet. Ahmed, je veux juste s'assurer que tout le monde arrive à m'écouter sans problème. Juste un message, est-ce que tout est OK? Vous arrivez à suivre? Très bien, merci. Parfait, parfait. Merci à vous. Il faut juste désactiver vos micros pour éviter les interférences, s'il vous plaît. Alors, prochain slide. Maintenant, on va passer à présenter quelques services qui ont été lancés. Il y a des services qui sont récents. Il y a d'autres services qui sont là, ça fait quelques années, quelques mois. Ahmed, tu peux passer le next slide, s'il vous plaît, sur les services gouvernementaux. Les slides suivants. Ahmed, sinon je vais, si tu permets, sinon je vais partager moi-même la présentation. Est-ce que tu peux me donner la main? Ahmed? Oui. OK, on continue. Donc, les services gouvernementaux, donc on va commencer par un service qui a été lancé, ça fait environ 2 mois. C'est la possibilité d'avoir l'extrait de naissance et quelques documents de l'état civil à distance avec une signature numérique. Donc, je pense que c'est un service très intéressant qui évite aux citoyens de se déplacer et d'avoir ces documents de chez soi. Je pense que c'est très intéressant comme avancement. C'est clair que idéalement, tous ces documents, normalement, ne doivent pas être demandés aux citoyens. Normalement, avec l'identifiant national de chaque citoyen qui est sur la carte biométrique, normalement, c'est à travers ce numéro que toutes les administrations, si ont besoin de connaître soit l'état civil du citoyen, sa nationalité, son casier judiciaire, toute information liée au citoyen, normalement, tous les ministères, toutes les administrations sont interconnectées et sans demander aux citoyens aucun document,
chaque administration ou service de l'État pour avoir les accès s'il vous plaît, au micro. Alors, j'ai dit que, s'il vous plaît, vos micros juste pour ne pas déconcentrer. Alors, j'ai dit que l'identifiant national, normalement, c'est l'outil ou c'est le ID qui permet à chaque administration, à chaque service de l'État, d'accéder aux différentes bases de données des ministères en fonction de cet identifiant. Bon, on sait que par rapport on sait que les ministères ne sont pas encore interconnectés. On sait que les ministères utilisent des technologies différentes. Il faut mettre des passerelles en place. Il faut sécuriser. Il y a pas mal de choses qui doivent être mis en place. Mais ça n'empêche que ces derniers efforts sont à saluer. Donc, il y a le portail. Vous avez, avec la présentation, les liens pour chaque service. Vous avez aussi slide suivant, le ministère de la Justice qui a mis en place un portail pour le casier judiciaire. Vous pouvez aussi avoir votre casier judiciaire à partir de la maison sans se déplacer. Ça aussi, c'est important. C'est à saluer aussi. Donc, c'est moins de 3 semaines que ce service a été mis en place. Donc, vous aurez à partir de chez vous la possibilité. Je ne sais pas pour les gens qui sont à l'étranger, est-ce qu'ils peuvent le faire ou pas encore? Je ne sais pas s'il y a une limitation, mais au moins ce service est fonctionnel en Algérie. Ahmed, sinon, si c'est à chaque fois comme ça, peut-être ça sera moi qui partage l'écran. C'est possible de me donner la main? Yazid, je suis désolé, j'ai un petit souci de connexion là, en fait. Donc, je te donne la main. Alors, Ça va peut-être mieux. je ne sais pas ce que vous voyez ma présentation. Est-ce que tu as la possibilité de partager de ton côté, Yazid? Oui, justement, j'essaie de le faire, mais puisque j'ai un petit problème de son sur le PC, donc j'ai basculé vers le téléphone, mais la présentation, pour la faire, il faut être sur… je ne sais pas… Je vais essayer de montrer moi-même, là, enfin partager. Vous voyez mon écran là? Oui. D'accord. Je vais passer. Donc, on était où? Alors, ministère de l'Intérieur, puis ministère de la Justice. Encore quelques slides. Encore? Ouais. Encore? Voilà, ça c'est le ministère de la Justice. Donc, en bas, vous avez le document qui est signé numériquement et qui est imprimé, téléchargé. Et vous avez aussi vos accès vers le portail du ministère pour avoir d'autres services, y compris la nationalité. Donc là, je pense que c'est un pas qui est important. Ça, c'est des services qui sont offerts pour tout le monde, pour les particuliers. En parallèle aussi, il y a des services qui sont offerts pour les professionnels. Donc, on a par exemple le site de la CASNOS, de la CNAS. Tu peux avancer, Ahmed, s'il te plaît. Alors voilà, par exemple, ça, c'est le portail de la CASNOS. La CASNOS, c'est la caisse pour les non-salariés. Donc, c'est généralement les managers, les gérants de boîtes et d'entreprises. Donc, ça donne accès aux différentes informations. On peut suivre nos paiements, on peut simuler les retraites. Il y a pas mal de services qui sont dedans. Il y a aussi le portail de la CNAS, ce qu'on appelle le portail de télédéclaration, qui permet aux employeurs le slide suivant, qui permet aux employeurs de télédéclarer leurs employés, de voir, d'imprimer des documents liés à leurs employés. Donc, ça donne pas mal d'avantages par rapport aux employeurs. Sans se déplacer, il y a pas mal de services qui sont faits online. Bon, il reste bien sûr quelques services qui ne sont pas encore dispo, mais c'est un portail qui aide énormément les employeurs à faire beaucoup de tâches et aussi de télécharger et d'imprimer des documents liés à leurs employés.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Next slide. OK. Donc là, on a parlé sur quelques services. C'est pas les seuls. Hein. Il y a d'autres administrations. C'est juste pour dire que sur la partie gouvernementale et services administratifs, il y a une avancée. Il y a des avancements. Par exemple, pour l'état civil, avant, on était obligé d'aller vers sa commune de naissance pour avoir le 12, le S12. Là, maintenant, on peut extraire l'extrait de naissance à partir de n'importe quelle mairie. Donc, il y a pas mal d'avancées. C'est vrai que c'est pas ce qui doit être fait en 2021, mais on peut dire qu'il y a des efforts qui sont déployés, il y a des efforts qui ont été faits pour améliorer le quotidien des Algériens. Maintenant, pour la partie e-payment, donc là, je suis sûr que sur pas mal, c'est même les gens qui sont en Algérie, donc c'est grâce à la crise du Covid que les gens ont découvert, par exemple, qu'ils peuvent payer leurs factures téléphoniques, factures d'Internet, sonnet gaz, CEAL, toutes les factures qu'on peut les payer à travers Internet. Donc, juste pour dire les gens qui ne sont pas alors, juste pour savoir que quand on parle de e-payment en Algérie, donc on a deux types de cartes de paiement. Donc, les gens qui ont des comptes bancaires ont la carte interbancaire, la carte CIB. Et comme vous savez, la plupart des Algériens ont passé par le CCP. Donc, il y a toutes les personnes qui travaillent dans l'étatique reçoivent leur salaire dans leur compte CCP. Donc, et là où on a le plus grand nombre de clients, on a environ 20 à 22 millions de clients. Les clients d'Algérie Post, ils ont une carte qui s'appelle Vehabia, qui est l'équivalente du CIB. Donc, vous avez, je pense, j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que les comptes bancaires, on ne dépasse pas les 2 à 3 millions, mais en termes par rapport à la carte d'Algérie Post, on a environ 22 millions. Donc, le potentiel de croissance et de paiement en ligne, il est chez Algérie Post. Donc, c'est pour ça qu'on a deux API de paiement en ligne. Donc, on a l'API de Algérie Post et on a l'API de la carte interbancaire, la carte CIB des banques. Donc, sur chaque site de paiement en ligne, soit pour payer ses factures ou payer autre chose, vous avez généralement toujours le choix entre la carte Dahabia et la carte CIB. Donc, vous avez, par exemple, j'ai pris juste quelques captures. Donc, vous avez le site d'Algérie Télécom qui vous permet de payer ses factures, de payer son abonnement Internet. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a alors, les questions, vous les laissez à la fin, s'il vous plaît. Oui, Oui, juste. alors, Oui, oui, vas-y, Ahmed. merci de me rappeler parce qu'en fait, je vous demande juste à tout le monde au fait, de couper leur micro, comme ça on ne va pas perturber M. Yazid Agdel pendant sa présentation. Et on va consacrer en fait toute une partie de temps pour les questions-réponses à la fin, Inch'Allah. D'accord? Très bien. Alors, par exemple, pour Algérie Télécom, ce qui est intéressant, par exemple, vous avez votre abonnement qui expire aujourd'hui à 16 heures. Et là, vous ne savez pas, vous rentrez à la maison à 11 heures, à 23 heures. Et si vous payez en ligne à 23 heures, la connexion Internet est libérée tout de suite. L'avantage, c'est que c'est automatisé, donc c'est pas un truc administratif, il n'y a pas d'agent qui valide. Ça, c'est intéressant. Donc, ça permet de faciliter beaucoup de choses. Vous avez aussi les autres CL, par exemple, pour payer les factures en ligne par carte CIB, c'est la société d'eau. Donc, sur les autres wilayas, vous avez l'Algérie des eaux, vous avez Sonelgaz, vous avez pratiquement toutes les factures des opérateurs téléphoniques. Vous pouvez faire les recharges téléphoniques aussi par carte CIB ou carte Dahabia. Par exemple, vous avez le CNRC qui a des services, on peut les payer en ligne. Vous voyez, quand on paye en ligne, donc vous avez les deux cartes. Juste une chose, il y a beaucoup de personnes qui disent que quand on paye en ligne, il y a un risque. Oui, il y a personnellement, je paye les factures en ligne, ça fait 4 ans, j'ai jamais eu de problème. Il y a d'autres qui disent non, en fait, quand je paye, des fois le paiement n'est pas pris en charge, je dois réclamer, Mais c'est normal, c'est le début. Ça, je veux dire que si on a 5 à 10% de problèmes, on peut dire qu'on a 90% des gens qui payent les factures sans problème et ça évite beaucoup de problèmes. Mais durant la crise du Covid, c'était important de ne pas se déplacer
et ne pas prendre de risque de contamination. Et ça permet à pas mal de gens de découvrir ce monde de paiement en ligne et qui permet d'éviter beaucoup de problèmes de déplacement. Et c'est une culture aussi. Le plus important, c'est d'avoir cette culture de paiement en ligne, ce qui va faciliter la tâche pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème quand on va passer après vers le e-commerce où la culture de paiement en ligne devient quelque chose de banal et de par défaut, surtout pour une catégorie d'utilisateurs, des citoyens qui ont la possibilité et la culture de payer par carte et sortir graduellement de cette dépendance du cash. Et vous vous souvenez, les mois précédents, il y avait une crise de cash énorme. On avait des files d'attente au niveau des bureaux d'Algérie Post, puisqu'on est malheureusement lié au cash dans n'importe quel. Donc, c'est pour ça qu'il y a un effort qui est fait dans ce sens, soit pour le paiement en ligne ou le paiement par TPE. Je veux dire que c'est là où, dans les commerces, les supérettes, les pharmacies, on commence à voir les TPE, les terminaux de paiement en ligne, au paiement électronique, là où on peut payer avec sa carte CIB ou Dahabia sans être obligé d'avoir du cash. Ça commence, on avait une loi qui exigeait d'avoir ce terminal dans tous les commerces avant la fin de 2020, mais apparemment, c'était pas évident, donc ils ont prolongé durant une autre année pour avoir cette obligation. Mais il faut dire qu'on commence à voir cet effet de généralisation du paiement en ligne ou des transactions. On peut avancer juste pour voir quelques statistiques. Avant de dire, juste une précision, c'est qu'avant, tout ce qui est paiement en ligne était limité dans le paiement des factures et services étatiques. Il faut savoir maintenant que ce paiement en ligne est disponible pour tout le monde. Sur la capture d'écran, ça c'est un site de commerce en ligne en Algérie qui s'appelle Data Lab Store, donc qui est destiné spécialement pour les étudiants. Vous remarquez qu'il propose le paiement en ligne avec la carte Dahabia. Donc c'est un service privé, une boîte privée qui propose ces services. Donc ça veut dire on commence à avoir une généralisation. À vrai dire aussi que Algérie Post, ils ont lancé une application qui s'appelle Beridimop. Ça permet de payer des factures. Ça permet aussi, et c'est important, de faire des virements en ligne entre des comptes CCP, donc des comptes postaux. Et ça, c'est très important. C'est vrai que c'est limité à une certaine somme par jour, mais ça permet de transférer de l'argent à tout moment entre les clients de Algérie Post. On commence à avoir aussi le e-banking des banques, surtout privées, qui permet de faire des opérations en ligne, faire des virements, par exemple. Ça, c'est important, avoir un accès permanent à leur compte, du SMS banking. Donc, on voit aussi que même en termes d'évolution, c'est vrai que ce n'est pas vraiment la vraie tendance qui existe ailleurs, mais on commence à voir chaque banque, par exemple, a une application mobile qui permet de consulter, de faire des virements, et on aura du mobile payment prochainement aussi. Le cahier des charges a été fait, le fournisseur a été choisi. Donc, on aura aussi du mobile payment dans les prochains mois ou prochaines années. Donc, il y a une vraie tendance, une vraie volonté de l'État d'aller vers ces moyens de paiement. Ça va nécessiter du temps. Pour avoir la confiance des citoyens, il faut faire des efforts côté médias. Il faut faire beaucoup de campagnes pour gagner la crédibilité et la confiance du citoyen pour que le citoyen aille directement vers ces moyens et graduellement se débarrasser de cette dépendance énorme du cash qui cause énormément de problèmes. Alors là, cette courbe est très importante puisque ça permet de voir l'évolution du e-payment en Algérie entre différentes années et vous voyez que les opérations de e-payment sont multipliées presque par 10 en 2020 par rapport à 2019 et l'élément ici qui a fait la différence, c'est le Covid. Vous remarquez que même pendant l'année 2020, vous voyez, donc janvier-février, et là on a le Covid, vous remarquez qu'on a une tendance toujours vers, et ça continue. On va voir un autre tableau par la suite, le slide suivant. Voilà, et vous remarquez que pendant, par exemple, en 2019, vous avez 2020, le chiffre, c'est presque 10 fois, et
pour les transactions aussi, on voit que pour le mois de janvier, essayez de voir le nombre de transactions. Elle est vraiment très importante. Donc, le nombre de transactions pratiquement en janvier 2021 est équivalent à toutes les transactions qui ont été faites en 2019. Donc, vous remarquez que vraiment, on a cette tendance, une fois les gens vont prendre confiance, une fois que les systèmes seront stables, un bon système de prise en charge de réclamation en cas de problème, une bonne vulgarisation par les autorités avec quelques facilités, quelques motivations. L'aspect fiscal aussi doit jouer le jeu par rapport aux commerçants, ainsi de suite. Donc, on voit qu'il y a vraiment une tendance de plus en plus d'utiliser le e-payment et les moyens de paiement électronique. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous les projets, toutes les sociétés qui veulent lancer des services en ligne. Pendant cette période aussi, on a remarqué le développement de l'activité de livraison. Donc, pendant le Covid, puisqu'il y avait le risque de déplacement, on a vu beaucoup de sociétés de livraison qui ont été créées ou qui ont été développées et la flotte des sociétés était renforcée. On a vu beaucoup de personnes qui ont commencé, les commerçants qui ont été obligés de fermer leurs magasins, de passer vers le en-ligne, soit à travers le marketplace de Facebook ou à travers Webknis, avec le service de livraison. Donc, on commence à avoir ce schéma du e-commerce se construire graduellement. C'est vrai que la couche de paiement en ligne, la loi du e-commerce qui existe, mais qui est toujours complexe. Mais je pense qu'on a en fait, c'est le non-retour. Pour moi, c'est une question de temps. Ça dépendra aussi des efforts qui seront faits par les autorités pour encourager soit les commerçants ou les sociétés et les citoyens pour aller vers ce type de paiement. Mais pour moi, le Covid était l'occasion d'accélérer. On a gagné pour moi minimum 2 à 3 années pour la transformation digitale de l'Algérie. Suivant, Ahmed, juste pour respecter le timing et laisser les… voilà, juste pour dire que on a aussi quelque chose qui vient d'être créé en Algérie. On a un ministère qui est dédié aux startups. Donc, on commence à encourager tout ce qui est startup, malgré que l'écosystème algérien n'est pas encore mature et il a besoin de beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Mais on a fait l'équivalent du Startup Act en Tunisie. On a créé une loi, on a créé des facilités, on a créé un label startup qui permet aux entreprises, aux entrepreneurs, aux jeunes d'avoir des facilités fiscales, une exonération des impôts, d'avoir la possibilité de financement d'un fonds spécial. On a aussi un label qui s'appelle Projet innovant pour les jeunes qui n'ont pas encore créé leur entreprise. Une fois ils développent leur produit, ils lancent l'entreprise, ils auront le droit à ce label. Ils auront automatiquement le label startup qui va leur donner automatiquement des avantages de 3 à 4 années d'exonération fiscale et d'autres avantages de financement, ainsi de suite. Donc, l'avantage aussi que c'est un portail qui est ouvert à toute l'Algérie. Ça veut dire les jeunes qui sont à Tamarrasset, à Betna, à Naba, même dans les coins les plus défavorisés de l'Algérie, ils peuvent soumettre leur candidature et avoir le label et commencer à travailler. Ça, je pense que c'est un point important. C'est clair que c'est pas suffisant. Il nous reste beaucoup de travail. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une vraie volonté d'encourager ce domaine de start-up et on remarque dans le terrain qu'il y a ça bouge. C'est vrai que c'est pas on n'a pas vraiment de grandes success stories, mais ça commence. Vous avez par exemple Yessir, c'est l'équivalent de Uber, donc ça a fait, c'est une belle histoire de réussite. Webknis, même si ça date mais aussi c'est une startup qui a commencé tout petite. Maintenant, vraiment, c'est un site qui cartonne et pratiquement c'est le futur du e-commerce en Algérie. Et on commence à avoir aussi l'intérêt des jeunes pour ce type de projet et de société. Je termine avec le GAN. Donc, le GAN, c'est quoi? C'est le groupement algérien des acteurs du numérique. Donc, c'est un groupement d'entreprises qui est actif dans le numérique en Algérie, qui a été créé, ça fait 1 année. L'objectif, c'est de regrouper les différents acteurs qui travaillent dans le numérique, les éditeurs logiciels, les intégrateurs, les partenaires d'éditeurs mondiaux pour essayer
à travers, on a créé un certain nombre de commissions. La commission que je préside, c'est la commission d'intégrateurs et de logiciels. On a une commission start-up, une commission pour tout ce qui est export, et il y a une commission pour la relation avec l'université. Il y a pas mal de commissions. Ces commissions font du travail et vont avoir des livrables qui vont être transmis aux autorités. Ce qu'il faut dire, c'est que les autorités, pendant cette année, ont été vraiment très collaboratifs. Ils ont reçu les membres le staff ou le board du GAM plusieurs fois. Ils ont même reçu les recommandations, ils ont reçu des rapports. Donc, il y a cette volonté au niveau du gouvernement d'être attentif aux acteurs du terrain. Je pense que cette expérience est très intéressante. J'espère aussi voir d'autres initiatives, puisque c'est très difficile de rester passif et de dire que rien ne va, ça va pas, le système n'est pas bon. Mais avec le temps, on voit que quand on active, on s'organise, on essaie de faire des efforts, on a toujours les gens qui peuvent nous entendre et nous demandent des conseils, et ça peut changer des choses. Avec le GAN, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites avec le gouvernement et différents ministères pour faciliter et changer des choses, pour faciliter l'accès au marché, pour favoriser l'environnement d'investissement, pour voir des facilités avec le système fiscal, le système bancaire. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les propositions qui sont concrétisées, mais à la fin, je pense que ce travail de regroupement et de travail en groupe et collaboratif, et être positif et essayer d'être dans la proposition, c'est important pour changer les choses en Algérie. Voilà, je vous remercie. J'ai plus ou moins respecté le timing, donc je suis prêt à répondre à vos questions et merci pour votre attention. Merci Yazid, merci beaucoup pour cette présentation, cet état des lieux du digital en Algérie. On a bien suivi en fait, c'était vraiment très enrichissant. Des informations en fait que moi-même j'ignorais, étant donné que je suis 3 ans en Algérie depuis que je suis rentré en France. Donc oui, en fait, effectivement, il y a pas mal d'évolutions, il y a pas mal de services. On sent en fait qu'il y a pas mal d'efforts fournis par l'État pour améliorer ce secteur. Et ça va dans le sens en fait de faciliter la vie aux citoyens pour avoir en fait les différents services plus rapidement possible. Donc là, en fait, j'ouvre le débat. Donc, si vous avez des questions, maintenant, vous pouvez en fait activer vos micros. Si vous pouvez juste lever la main avant d'intervenir, comme ça, en fait, je vais donner la main par ordre de priorité. Donc, Habiba Hash, tu as la parole. Vas-y. السلام عليكم. بالنسبة ما شاء الله يعني هذا وين شفت يعني هذا الحاجات في الجزائر ما شاء الله. بالنسبة فقط للشباب، أنا عندي ابن أختي راهو من بين لي ديفلوبور تاع لي ريستورون إكسيتيرا مع الشباب في قسنطينة. Juste Habiba, est-ce que tu peux nous dire en fait, tu nous parles d'où? Moi, je vous parle de Montréal, راني في مونريال. D'accord. مي عندي راني نشوف بزاف لي جون راهم يجيو لكندا، سي دي جيني. انايا اوليو باش هذه الادمغه نسميهم ادمغه، نشوفهم يهربوا دركا ويسرون اكسبلواتي فريمون او ماكسيموم بغير ما ياخذوا حقوقهم في الخارج. Puisque vous avez fait ça en Algérie, في Sonelgaz et tout ça, pourquoi ne pas les exploiter? Mon neveu, ils ont développé avec l'application pour les restaurants, elle est gratuite. Pourquoi ne pas les attirer par au moins un salaire symbolique? Je ne sais pas, mais il faut savoir comment les attirer. Mon neveu, il veut venir au Canada, il a même payé pour venir faire sa maîtrise. Il a sa maîtrise en Algérie. ويجي هنايا باش يزيد يعاود يسلك بقره وبنتها باش يقرا هنايا لا ميتريز. علاش on peut pas les retenir في الجزائر؟ Voilà. Les gens qui sont à l'étranger, j'aime bien, Ahmed, vous êtes au courant, comment
كيفاش ننسقوا بين درك الناس اللي راهم في الخارج. انا هذو اللي الناس اللي يجوا يقراو هنايا، وعلاش ما نديروش دي زيكول دي كونترا. انا شفت في مصر كاينين دي زيكول فاتحين من كندا، فاتحين في مصر. علاش ما نديروش نفس الشيء هنايا؟ نديروا دي عقود، ما جو سي با، وزاره التعليم العالي لازم ينشطوا شويه في هذا المجال. عندنا طاقات، يعني سبحان الله عندنا طاقات خارقه للعاده، يعني ما شاء الله. للاسف راهم ما نشوفوا فيهم يروحوا يهاجروا الهجره الغير الشرعيه. الناس اللي يروحوا يسجلوا راهم يسجلوا هنايا، راهم يسجلوا في كندا بوغ فيغ داك، ومن بعد كي يلحقوا هنايا لكندا يديروا دي او بي، ديبلوم دي زيتود بروفيسيونيل. واش على جال باك الكواغط، على جال البابيي بوغ افوار لا ريزيدونس كنديان. واش يخدموا دي ليفرور. الوقت راهو من ذهب. انا هذاك الشخص اللي ضيع عام وعامين ومن بعد لازم يخدموا دون لو دومين 2 ans اخرين، يعني 4 ans، وهو يخدم دي ليفرور alors que هو سي ان انفورماتيسيان كي بو فير بوكو. الحكومه لازم شويه. انا كيما احمد على بالك بلي عندي علاقات، اني نهضر معاهم بصح لازم يتحركوا شويه، لازم يتحركوا. يعني هذا المشروع ما شاء الله يعني. S'il te plaît, un petit peu bref et poser ta question, comme ça on va laisser ما كيستيون لو موند. انا نشوف عندنا احنا في الجزائر ما فامي بيرسونيلمون ils ne sont pas, je pense, au courant, parce que le fait que mon neveu en personne il veut quitter l'Algérie, c'est déjà quelque chose. Peut-être les gens ne sont pas au courant, et essayer de recruter des informaticiens et développeurs, essayer de leur créer des postes. Voilà, c'est ça ma question. Merci. En fait le problème est un peu complexe. Le problème, il y a une partie, c'est politique, ça nous dépasse, mais aussi il y a la notion de choix par défaut. Ça veut dire, il y a des gens, pour eux, l'étranger, c'est un choix par défaut, chose qui n'est pas forcément correcte. Il y a aussi, il faut dire que le monde en Algérie, pour payer des informaticiens, donc on a pour travailler en Algérie, soit on va aller vers le public. Le public, le problème, c'est que c'est très limité en termes de salaire et de possibilités d'évolution. Et de l'autre côté, aller vers le privé. Maintenant, je vous dis une chose, c'est que à Alger, par exemple, on a du mal. Il y a des entreprises qui ont du mal à trouver de bons développeurs, C'est vrai qu'en Algérie, on a cette problématique de centralisation sur Alger, les grandes villes, mais on a un besoin. Le besoin est là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont au chômage, mais il faut chercher. Il y a aussi cette tendance d'entrepreneuriat, les gens qui lancent leur boîte. Il y a cette tendance de freelance. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent en freelance pour des projets à l'étranger, en restant en Algérie. Mais il faut savoir aussi que c'est un problème de culture. Les gens, pour eux, l'étranger, c'est un choix par défaut. Ça, c'est au niveau mindset, c'est lié à d'autres problèmes, à l'avenir, à la crise politique, au climat de confiance. Donc, c'est compliqué. Donc, peut-être ça nécessite tout un débat à part. Voilà. Merci Yazid. Je vous demande juste en fait aux autres de couper leur micro, s'il vous plaît, pour ne pas perturber en fait le débat. Alors, je passe la parole à Monsieur Hakim Ababsa. Oui, salam alaikum. Merci Yazid et merci Ahmed pour l'organisation et la présentation. Tu peux en fait me dire tu parles d'où? Je suis en Algérie, Rani fait Maskar, et je travaille à distance pour une entreprise américaine. Alors juste pour l'anecdote, ils m'ont demandé ni acte de naissance, ni papier, ni rien du tout. Et on est payé en dollars. La chose, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à cette présentation qui est excellente, c'est la chose suivante. Aujourd'hui, nous avons besoin que les administrations publiques, l'État, le gouvernement, les ministères, etc., se digitalisent d'abord, se transforment, optent pour la transformation digitale d'abord, pour ensuite faciliter. Non, on a toutes ces motivations pour créer des sites internet, des startups. Mais tant que l'administration, tant que le décideur n'a pas opté rapidement pour la transformation digitale, là, il est là le problème. Le problème réel, il est là. Je pense à mon... Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui.
Oui, en fait, je pense, On t'entend pas. mon point personnel, c'est-à-dire qu'actuellement, nous travaillons, par exemple, je travaille pour une société américaine et je passe mon temps à discuter avec les ministères au Moyen-Orient. Bien sûr, l'entreprise se fait de l'argent parce qu'on gagne des projets au Moyen-Orient avec les ministères. الحاجة اللي تغيظك تقول وبلادنا وين راهي. Pourquoi il n'y a pas cette volonté, enfin, la volonté elle existe, mais qui décide? Qui va faire en sorte que, oui, c'est bon, on va faire la transformation digitale au sein de nos administrations. Je voulais juste ajouter ceci et merci beaucoup Yazid et Ahmed. Shukran. Merci à vous. En fait, sauf ce que je sais en moins de près, c'est que cette volonté existe, il y a des projets qui sont lancés, mais il faut savoir aussi que les projets faits public, c'est pas évident de les lancer à temps et d'avoir l'avancement à temps, puisque c'est difficile d'avoir de très bonnes compétences au public, puisque les gens quittent à cause du salaire, plein de contraintes. Donc, même pour lancer des projets, pour le suivi et un projet, quand on parle de transformation digitale, il y a des plateformes, vous avez un projet fait l'infrastructure, fait la sécurité, fait la base de données, fait le développement, fait l'intégration, fait la gestion de projet en lui-même. Tout ça, ça demande des compétences. Et c'est pas évident toujours d'avoir toutes ces compétences à l'intérieur des administrations. C'est pour ça que l'État doit trouver un moyen pour soit sous-traiter tout ça avec des boîtes locales et faire émerger des grandes boîtes de services qui assurent ça, ou trouver un autre moyen, puisque là c'est problématique. Ça veut dire que même toutes ces plateformes qui sont lancées, avec le temps, il faut les maintenir, il faut les sécuriser. Tout ça, ça nécessite de la compétence. C'est pas uniquement des data centers ou des technologies qu'il faut acheter. Il faut aussi de la ressource humaine qu'il faut avoir, qu'il faut maintenir pour maintenir ces plateformes et être sûr que ces services vont être disponibles tout le temps. Mais encore une fois, la volonté existe, les efforts sont entamés, mais dans le terrain, il y a beaucoup de contraintes et des fois un problème de vision. Voilà. Très bien. Merci Yazid de ta réponse. Alors, on passe la parole à M. Chekib Khmissi. مساء الخير بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. أنا شكيب خميسي نتكلم من ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، والتدخلات تاعكم مهمة جدا، والإخوة اللي تقدموا الأخ من المعسكر والأخت من موريال، أنا إن شاء الله راني نخدم في الحل هذاك اللي تكلمتوا عليه. راني نساعد في الجزائريين في الجزائر باش يتحصلوا على شغل في الولايات المتحدة ويخلصوا بالدولار كما قال الأخ عبد الحكيم. والآن عندي حوالي 10 but 10 positions are open في الماركتينج في السوفت وير. ما هي الغاية وما هو الهدف من هذا العمل اللي بديت فيه؟ الهدف أنه الجزائريين في الجزائر يتحصلوا على يتعلموا التكنولوجيا الأخيرة، يتعلموا باش في المستقبل يبداو الشركات تاعهم في الجزائر، يتعلموا الخبرة ومن بعدها يزيدوا هما يشغلوا الجزائريين، ما كان له يدوا كما يقولوا البوطي ويحوسوا على الامريكان ولا يروحوا لفرنسا ولا اللي هي، يقعدوا في بلادهم، يقعدوا يخدموا من دارهم، يقعدوا يخدموا مع مواليهم. وهذه بدات الخبرة هذه. كانوا بعض الجزائريين مثلا في الصحراء كان يخدم في الصحراء، لقينا له خدمه ولا يخدم معاه في داره ولا لبلاده ولا يخدم معاه قدام والديه. الامر باش نقعدوا في الموضوع، انا حبيت نعرف هل فيه بنوك جزائريه اللي تخلينا نبعثوا الدراهم اون دولار ونديروا نترانسفيريو الدراهم ما بين لي زاكونت اون دولار. هذه مازال ما لقيناهاش. لقيت حتى الان بايسيرا لا بنك اكستيريور تسمح لك باش تبعث الدراهم من دولار، بصح مازال ما لقيتش الحل كيفاش مثلا نبعث الدراهم نحل عندي ان كونتيمون كيفاه نترانسفيري الاخرين. هذه في الموضوع اللي راكم تتكلموا عليه، واللي راهو حوس ويعرف واحد اللي يحسن ويتقن الانجليزيه ولا يسمح لي الاخ يزيد واحمد ندير لكم الايميل تاعي، يتصلوا بيا وان شاء الله نعاونهم. والغايه اللي حبينا نتوصلوا لها انه الجزائر في المستقبل ان شاء الله تكون في عود الناس يروحوا لرومانيا ولا للهند، تكون الجزر تحط النقطه تاعها في الخريطه التكنولوجيه ان شاء الله. وبارك الله فيكم. يعطيك الصحة.
شكرا سي عبد الحكيم. En fait, واش راه يدير عبد سي عبد الحكيم بزاف. جو دير كو سورتو بارابور لا كريز تاع الكوفيد كاين بزاف هاد لا نوسيون دو فريلانسينغ. دابا دي Algériens qui sont basés en Algérie et qui travaillent pour des projets qui sont à l'étranger. C'est des jeunes, des fois très jeunes, des fois des jeunes qui sont à l'université. Donc, mais à la fin, à la fin, le problème, c'est à chaque fois, c'est le même problème, comment rapatrier de l'argent. Et la problématique, elle n'est pas posée uniquement pour les personnes. Hein. Des fois, c'est même pour les boîtes qui font des services pour l'étranger, pour recevoir leur argent en devise. Donc, c'est parmi les dossiers aussi. L'ILGAN, il essaie de travailler avec le ministère ou avec le ministère des Finances pour pouvoir transférer de l'argent, surtout quand c'est facturé. Puisque le problème qui connaît une personne, donc c'est côté fisc, il y a une petite problématique, c'est que c'est pas visible. Mais par contre, les boîtes qui exportent des services, donc il y a un accord de principe de rapatriement de l'argent 100% en devise, puisque la loi actuelle, on prend 50%, 50% de le cours officiel, donc c'est pas vraiment intéressant. Mais le problème bancaire, d'une façon générale, même pour les cartes Visa, toujours c'est le même. On a un problème. Hein. Financièrement, on a un problème pour tout ce qui est devise. Enfin, ouais, c'est normal. Le dinar n'est pas convertible, donc les gens, donc c'est normal. On a un problème comment. Surtout par rapport à la justice. Par exemple, j'ai des serveurs, des VPS AP à l'étranger. Il n'y a pas un moyen officiel, sauf d'utiliser une Visa card où les charges ne sont pas justifiées à un fisc, par exemple. On a beaucoup de problèmes qui sont liés à un problème plus complexe, qui est le problème du dinar et le taux de change aussi, le double taux de change. Donc, enfin, les gens essayent de trouver des workarounds, hein, des solutions, mais Inch'Allah, j'espère que les choses vont s'améliorer dans le futur. Merci Yazid pour ta réponse. Alors, je passe la parole à M. Boukhar Fayassi. Il peut intervenir. Salam alaikum. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, un peu mon point de vue ou ma question, c'est beaucoup plus l'aspect technologique. On a l'impression que le digital, c'est uniquement le e-payment ou les ventes en ligne et tout ça. Moi, je pense qu'il y a une grande partie que les startups ou les entreprises peuvent aussi, je dirais, faire émerger des acteurs dans la partie de la technologie, tout ce qui concerne la gestion des systèmes au niveau des usines ou bien au niveau des systèmes de contrôle, de communication. Je pense qu'il serait intéressant que aussi les startups s'intéressent à ce domaine-là, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de services qui aujourd'hui sont importés, qui pourraient donc être pris en charge par des startups algériennes. Je suis sûr qu'avec l'accompagnement aussi qu'il faudrait y avoir bien sûr de la part des grandes entreprises et des grands donneurs d'ordre, ce genre de choses pourrait être possible. Donc, je vous demande un peu, ma question, c'est vraiment dans ce domaine-là, quelle est votre approche ou quelle est votre démarche que vous préconisez? Merci. Merci. En fait, question pertinente, mais il faut juste savoir que la présentation, ce que j'ai présenté, puisque les gens qui nous suivent sont un petit peu de background différents, mais il faut savoir aussi que par rapport à ce que vous avez dit en termes de système, on a, en fait, même pas dans le GAN, je préside une commission des éditeurs et d'intégrateurs. Il faut savoir qu'on a beaucoup de boîtes algériennes qui font du logiciel, qui font des systèmes de gestion, qui font de l'ERP, qui font de l'intégration de solutions mondiales, par exemple, je ne cite pas les noms, mais de grandes solutions de haut niveau qui sont intégrées par des boîtes algériennes. Il y a des boîtes aussi qui travaillent sur des systèmes un peu spécifiques. C'est vrai que c'est pas très visible, oui, puisque ça correspond à des besoins des entreprises de terrain qui ne sont pas visibles forcément pour le grand public, mais il faut savoir qu'on a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans ce domaine technique de développement, d'intégration, du logiciel sur mesure, des ERP qui sont même exportés à l'étranger. Il y a
des boîtes algériennes qui ont pu vendre leurs produits en Afrique, par exemple. C'est vrai qu'en termes de start-up, le besoin, c'est la start-up, elle est là pour répondre à un besoin. C'est vrai que sur le marché algérien, vu le contexte économique et tout, le besoin n'est pas énorme. Mais pour tout ce qui est produits et services qui sont importés, il y a beaucoup de boîtes qui peuvent remplacer au moins des petites moyennes entreprises. Je ne parle pas des grands groupes ou des multinationales, mais beaucoup d'entreprises algériennes peuvent utiliser des produits algériens pour leur gestion, en termes de ERP par exemple, ou maintenant avec toute l'intégration de la partie mobile, la partie GPS, tout ça. On a beaucoup de solutions qui émergent, mais qui ne prennent pas de l'ampleur médiatiquement parlant sur sur la scène publique. C'est normal puisque c'est des produits qui sont destinés à des entreprises. Mais c'est clair que par rapport aux besoins du marché, c'est un besoin qui évolue. Et moi, je dirais plus, c'est qu'on a pas mal de boîtes qui sont même un potentiel à l'international qu'il faut développer. Très bien. Merci, M. Boukhafa, pour la question et merci pour Yazid pour la réponse. Alors, je passe la parole à Abdelrahman. Il peut intervenir. Oui, donc, salam alaikum, barakallah fik Yazid, barakallah fik Ahmed pour ce débat, pour cette conférence. Donc, moi, c'est Abdelrahman, j'habite à Londres, je suis de Tlemcen. J'ai bien suivi votre conférence, elle était machallah. Je crois que ma question, elle a été déjà posée par, enfin, c'est pas posée, mais je vais dire plutôt, elle a été déjà donc discutée par quelques-uns, comme par exemple Shakib et aussi le frère Abdel Hakim. Mais moi, en fait, ma question, c'était plutôt si, par exemple, une start-up qui est au Bled, en Algérie, elle veut donc développer des produits digitaux et elle veut vendre ses produits digitaux à l'international. Je pense que c'est pas possible. Je pense que c'est pas possible aujourd'hui, sauf si, par exemple, on passe par des comptes des amis qui sont en France, qui sont, par exemple, je ne sais pas, aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Je ne sais pas si la GAN ou le GAN, ils sont en train de faire un travail de pousser, par exemple, l'État à plutôt donc, faire tu vois, genre, par exemple, un système qui est ouvert, ou je ne sais pas, parce que là, on ne voit rien. Donc, on voit plutôt genre une route qui est bloquée, un tunnel qui est noir, on ne voit pas de sortie. Voilà. D'accord. Alors, en fait, quand on parle de produits digitaux, en fait, on a deux types de produits. Si le produit est un produit qui est exportable à des sociétés, donc ça peut être c'est-à-dire on a une facture derrière. Il y a une facture derrière, il y a la notion d'exportation de services. Et malgré que c'est compliqué, on essaie de débloquer un petit peu la situation, mais c'est possible. Ça veut dire qu'on fait la facture et on reçoit notre argent à travers les voies bancaires. Et en fait, pour ça, il y a un travail qui se fait pour que les choses se règlent. Maintenant, le problème se pose quand on vend un produit pour les particuliers, par exemple, à l'étranger, les gens vont payer par leur carte bleue. Comment rapatrier cet argent en Algérie? Là, c'est le grand problème, puisqu'il y a un problème fiscal déjà, puisqu'il y a un vide. Ça veut dire comment que la personne pourra payer ses impôts. Est-ce que c'est considéré comme une exportation de services? Est-ce que cette boîte est-ce que c'est une personne qui a développé ce produit? Il n'a pas de registre commerce, comment il fait? Donc, il y a pas mal de complications dans ce sens et c'est parmi les dossiers, effectivement, sur lesquels le GAN travaille avec les autorités. Mais, comme vous le savez, quand il s'agit de plusieurs administrations, plusieurs services qui doivent intervenir, en l'occurrence, le ministère des Finances, il y a beaucoup de choses à changer côté réglementaire, puisqu'on a une réglementation qui est figée et qui est basée sur la notion d'exploitation physique, de biens physiques. Tout ce qui est digital, virtuel, on le touche pas, il y a un problème, que ce soit exportation, soit même pour l'importation. Mais je pense en fait, c'est inévitable d'arriver vers ça. Je pense que c'est une question de temps, ça va venir. Il faut juste que les gens de l'écosystème fassent le maximum pas de pression, mais au moins d'initiatives pour attirer l'attention des responsables à l'importance de ça pour l'économie nationale
et aussi son importance pour libérer les jeunes, les sociétés pour faire du business. En fait, mais c'est une question pertinente et le problème existe toujours. Merci. Je passe la parole à Malek. Donc, il peut poser sa question. Oui, salam alaikum. Salam. Je tiens tout d'abord à me remercier si Yazid à la présentation qui était fructueuse. Moi, j'ai plutôt une question concernant les startups. Est-ce que le critère de l'éligibilité d'une startup se base sur la jeunesse de son équipe managériale et opérationnelle, ou bien c'est surtout par rapport à son innovation? Parce que je remarque au fait ici les startups, côté surtout gouvernemental, c'est comme si quand on parlait d'un enseigne version 2. Et là, en fait, c'est la même chose que quand tout à l'heure, vous avez parlé des startups. Vous étiez dans la même logique, si Yazid, c'est-à-dire que vous disiez que le portail pour les startups, c'est ouvert pour tous les jeunes qui sont sur le territoire algérien. Donc là, c'est un petit peu confus. Est-ce qu'on s'aligne aux règles internationales concernant les startups, ou bien on a une version typiquement .dz? La deuxième question, c'est au fait par rapport au site de e-payment. Au fait, là, il y a également un souci de disponibilité du service de e-payment. C'est-à-dire que la plateforme, elle existe, mais lorsqu'on effectue des paiements en ligne, des fois, on a des soucis, des coupures, des coupures entre le lien, entre le site et la SATIM. Donc, en fait, ce manque de disponibilité continue diminue un petit peu la valeur de ce marché ou de cette méthode de paiement. Donc, je pense que l'État, c'est vrai qu'elle a fait des efforts par rapport à ça, mais je pense qu'elle doit faire d'autres efforts concernant l'aspect disponibilité. Je vous remercie. Merci, Simalk. Alors, en fait, je commence par la première question. En fait, les startups, initialement, il n'y a pas de… On parle de jeunes, c'est vrai, puisque généralement, c'est la tendance, mais du point de vue légal, il n'y a pas de limite côté âge. Donc, c'est tout le monde qui pourra postuler, en fait, à ma connaissance. Maintenant, est-ce que c'est les l'ANSEJ BIS? Non, puisque l'ANSEJ, c'était un financement côté argent pour acheter de l'équipement, pour après les gens ont passé à autre chose. Là, c'est un financement. Le financement qui sera fait, c'est un financement sous forme d'introduction des actions du fonds dans les actions ça veut dire l'État ou le fonds va être actionnaire de la boîte. Donc, c'est pas de l'argent, on ne donne pas de l'argent, mais c'est un actionnariat dans la boîte. Autre chose, pour l'innovation, initialement, oui, le projet doit être innovant dans son domaine. Maintenant, il y a une commission, bon, tout dépend du domaine, pas forcément technologique. Donc, la commission va juger est-ce que le projet, puisqu'à un moment donné, il faut aussi faire la différence entre une start-up et une PME ou TPE. Ici, on a les critères d'innovation, de scalability, vraiment, est-ce que la start-up, elle est là pour donner un projet innovant qui règle un problème dans la société. Mais pour moi, tout ce système, cet écosystème a besoin de temps pour s'élaborer et s'éclaircir. Mais à mon avis, c'est loin d'être l'ANSEJ BIS, parce qu'il y a beaucoup de différences. J'ai même écrit un article sur ça. Pourquoi les startups ne sont pas la version 2 de l'ANSEJ. Pour le deuxième point sur le e-payment, en fait, pour moi, enfin, personnellement, je dis que la plateforme de la SATIM ou d'Alger, elle est relativement stable. Moi, par exemple, je paye pratiquement toutes mes factures, je paye beaucoup de services en ligne et c'est rare où j'ai le système qui est indisponible. Donc, pour moi, de plus en plus, c'est stable.
Des fois, c'est vrai que peut-être on peut payer par exemple une facture en ligne et il n'y a pas de synchronisation avec par exemple la sonne et le gaz, peut-être on a une coupe. Ça arrive, mais globalement, la plateforme est stable. Voilà, c'est ce que je peux dire comme expérience personnelle et par rapport même les retours des gens que je connais, la plateforme est relativement stable. Voilà. Très bien. Merci Yazid pour ces éléments de réponse. Donc, je passe la parole à Zohir Chekhi. Il peut poser sa question. D'abord, salam alaikum. Comme ça. Voilà. Voilà, merci beaucoup d'abord pour cette intervention. Je suis à Abu Dhabi, je suis un expert pétrolier, vous imaginez. Donc, étant habitant à Abu Dhabi, j'ai plusieurs remarques, si vous me le permettez, et Inch'Allah, تاخذوهم كما يقولوا بصدر مفتوح. La première remarque que j'ai, même si je maîtrise le français, dans le futur, il va être des sessions en anglais. Donc ça serait une bonne chose, une bonne introduction pour ce que vous faites et tout ce que vous faites en anglais. Ça, je pense que c'est un élément très important. La deuxième remarque que j'ai, vous parliez de la volonté politique. C'est vrai, il faut une volonté politique. On voit les débuts d'une volonté politique, mais on ne voit pas une sérieuse volonté politique. Parce qu'il y a, dans le domaine, il y a rien à inventer. Il suffit de copier ce que font les autres. Donc, c'est vraiment très, très simple. Je sais qu'on a hérité d'un système défaillant dans les différents domaines et tout ça, mais quand même, quand on a la volonté politique, en 10, en 15, en 20 ans, on peut changer beaucoup de choses. Ça, c'est la deuxième remarque. Donc, il y a un aspect qui est dû à cette, je dirais, petite volonté politique et incomplète volonté politique. La troisième chose, là, je vais aller un peu plus dans le détail et dans le vécu. La première des choses, c'est concernant les startups. Moi, je suis rentré à plusieurs reprises le site les startups et je suis sidéré de la médiocrité d'un tel site. C'est un site médiocre qui n'a aucune vision, rien. Et il n'y a aucune information dedans. Et quand vous appelez les gens à Sidi Abdallah, ils disent le site, on va vous donner les informations. Et ça m'est arrivé à moi et à plusieurs personnes. Donc, on veut développer quelque chose où on n'arrive même pas à le médiatiser ou à lui donner de la valeur à travers un site respectable. Donc, les organisateurs, merci pour ce que vous faites, mais si vous connaissez ces gens-là, demandez-leur d'un petit peu changer le site, il ne sert à rien. Donc ça, c'est la troisième remarque. Quatrième remarque qui est proprement dite. Je connais des sociétés algériennes, dans les normes internationales, c'est des startups. Ils sont en train de développer des softwares qui sont dédiés à l'oil and gas industry. Donc, c'est des softwares qui ont besoin de beaucoup de know-how et de beaucoup d'expertise. Quand il y a des services pétroliers qui sont innovants, qui rajoutent les différentes institutions, disons, de l'État et de la Sonatrach, qui يروحوا يبروبوزي ويقول له روح فوت على لابيل دوفر. كي يروح يفوت على لابيل دوفر يقول له انت ما عندكش اكسبيريونس او لازم لك 10 سنين اكسبيريونس في لابيل دوفر، دونك انت ما تقدرش تشارك. دونك سي حلقه مفرغه. On est en train de patiner, de patauger, où on veut, selon certains dire, donner de l'importance et de favoriser les startups ويخلوهم يخدموا، mais de l'autre côté يقول لك اسمه في un appel d'offres اللي يقول لك لازم تدخل له وتدخل له مع دي كومباني انترناسيونال، يقول لك لا انت ما عندكش 10 ans d'expérience، لازم لك 10 ans d'expérience لانه l'apel d'offres ولا loi تقول باللي لازم لك 10 ans d'expérience، donc ما عندكش، donc tu peux pas. Alors que je connais
Je connais des sociétés qui sont en Algérie qui ont développé des softwares اللي راهم 3 ولا 4 في العالم برك. Et ils sont en train d'exporter leur software vers l'étranger. بصح في بلاده ما قدرش. لانه يروح كما قلت لك يروح لسوناتراك ولا يروح للمينيستر الانرجي يديمي يقول له خويا با حنايا ما نقدروش نعطوك جو كراكري لانه لو كراكري ما يمشيش دونك لازم زهير زهير شوف معليش شوف bon merci pour cette boule d'énergie positive. Alors, il faut dire que nous ne représentons pas le gouvernement, on présente nous-mêmes. On essaie de faire des choses positives et de donner de l'espoir aux gens. On ne parle ni au nom du gouvernement, ni au nom du ministère. On sait tous que le climat des affaires ou l'écosystème en Algérie est très difficile. L'accès au marché est très difficile. L'environnement, il quitte. Mais on essaie quand même de dire ce qu'il y a, des opportunités qu'il y a et les choses qu'on peut faire. Donc, moi, ça ne me pose aucun problème de parler ou l'anglais ou le ça, c'est un détail. Je pense que Mohamed, bon, on a dit que c'est la diaspora, donc généralement, c'est des gens qui sont généralement francophones ou l'autre, mais il n'y a pas de directement, il n'y a pas de souci. Deuxième point, la volonté politique, est-ce qu'il y a, on voit de la volonté pour faire des choses, pas uniquement puisque les gens veulent faire, mais puisque l'État ou le gouvernement est dans l'obligation de le faire. C'est pas une question c'est une question d'obligation. Ils sont obligés d'aller vers le digital, ils sont obligés de simplifier les choses. Et donc, la volonté politique, ça dépasse beaucoup, c'est un autre sujet. Depuis le 22 février, on sait ce qui se passe. Donc, ça dépasse le débat est-ce qu'il y a une volonté de digitalisation ou là. La volonté, c'est quelque chose de plus large. Troisième point, savoir, c'est que Anna, c'est pas pour jeter des fleurs au ministère ou au ministre, mais il faut dire que le système startup خرج من zéro. Ça veut dire حفر ما كاش ساس, essaye de mettre en place quelque chose, essaye de mettre le truc, le Startup Act ou la loi, essaye de mettre la commission. La chose se font dans la précipitation, mais les gens essayent de faire des choses, même avec une qualité qui... C'est pas un ministère qui date de 5 ans, où là, il y a un jeune à la tête qui a fait beaucoup d'efforts. Le site, il est médiocre, tout le reste, c'est dans la précipitation. Il y a peut-être beaucoup de choses à dire sur ça, mais jusqu'à présent, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu le label Startup, il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à travailler, c'est bien. C'est des choses, il faut améliorer le site, oui, il faut améliorer la communication, oui, il faut faire plus d'efforts, oui, il faut impliquer plus de gens avec expérience, oui, il faut tout ce qui est business angels, financement, faire des, oui, tout ça, je suis d'accord. Mais je suis, من الناس اللي يحبوا يشوفوها بينات donc soit ما كاش ولا هيلا أنا بلد متخلف on est un pays du tiers-monde avec tout ce qu'on a passé donc quand on voit des choses il y a une volonté pour améliorer les choses on dit comme ça mais il faut améliorer la critique وحدها elle est là ok mais il faut faire quelque chose dans le terrain pour construire faire des actions faire rester dans son coin et écrire sur Facebook ou la LinkedIn ça va pas c'est médiocre bon c'est bien mais ça reste un acte passif pour moi les gens qui peuvent faire des choses moi je parle de moi-même c'est les gens soit à l'étranger qui se font des initiatives, les gens qui sont en Algérie, essayons de faire quelque chose de positif, de faire avancer les choses et d'aider ces décideurs, ces responsables à faire mieux leur boulot. Ce que vous avez, ou je peux par rapport à Sonatrach, oui, on le sait, c'est pas uniquement pour le cas de Sonatrach, il y a des jeunes qui peuvent faire une application mobile, une application extrêmement efficace ou qui va, par exemple, faire servir une mairie ou
ou là un service administratif ou là يقولوا عباك ما نقدرش نخلصك puis je dois passer par un appel d'offres هذاك السيد ما يقدرش يديها عليك غدوه يدخل الحبس. Donc, c'est la loi qui doit changer. Donc, son attraque, c'est la même chose. Donc, il y a beaucoup de problèmes structurels au niveau État, système financier, système bancaire, taux de change, il y a beaucoup de problèmes profonds où les conséquences vers une start-up. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Mais avec tout ça, il faut essayer à chaque fois qu'on bon, ce que Ahmed fait ou ce qu'on essaie de faire, c'est dans toutes ces défaillances, essayons de trouver ce qu'on peut faire de positif pour améliorer les choses, pour aider les gens à faire quelque chose de bien, pour créer des postes de travail, pour encourager les jeunes à rester, à faire des choses positives, à faire avancer le pays. Toute l'analyse des défaillances ou des inconvénients de l'économie في البلاد, je pense que tout le monde le sait. Et encore une fois, on parle au nom de personnes. On est là, on parle avec نضرب اسمنا نضرب اسم حتى واحد et on n'est pas là pour faire la promotion du gouvernement ماناش هنا باش نديروا الشتاء ولا نقولوا بلي الجوفرنمون مليح ولا الحكومه مليحه bon ça veut dire c'est pas notre mission ce que vous avez dit ces horaires c'est correct dans l'absolu mais c'est très difficile de rester loin ونستناو حتى السيستم يتقدم وحده باش من بعد on va essayer de faire des choses. Je pense que le plus important pour moi, le plus logique, c'est d'essayer avec cet environnement qui est difficile, complexe, essayer de faire quelque chose de positif et faire de belles choses. Voilà. Merci Yazid de cette vue des choses en fait d'une manière pragmatique. C'est vrai, احنا على بالنا كامل واش صراي في الجزائر, على بالنا بلي c'est difficile d'investir, de créer des entreprises, d'avoir des contrats, etc. Même au sein de Algerian Business Club, en fait, on reçoit tous les jours des commentaires, des messages dans ce sens. Mais voilà, donc le constat il est devant nous. On a deux choix. Soit on reste comme ça, on fait rien. Soit on essaie en fait d'aider en fait ces décideurs. Il y en a plein de gens en fait, de décideurs qui sont au sommet de l'État et qui essaient de faire leur maximum, qui essaient de faire en fait les choses correctement. Ils ont besoin en fait d'aide de la part des citoyens. Donc, ce qu'on essaie, c'est de faire un naqd al-banna, ou un naqd al-ijabi, pas un naqd al-silbi. Un naqd al-ijabi, c'est pour faire avancer en fait les choses. C'est-à-dire en fait travailler collectivement d'une manière intelligente. Et c'est ça qui manque aux Algériens, c'est de travailler avec une intelligence collective. Et je pense que si on arrive à avoir en fait un mécanisme de le faire, ça sera top pour l'Algérie. On va avancer rapidement, Inch'Allah. Donc je passe la parole aux autres. Monsieur Amin, il a la parole, il peut intervenir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أمين. أمين شيكاغو. يعطيكم الصحة على presentation. It was really interesting. If you don't mind that I speak in English, is that okay? Yes. Okay. You don't have to answer in English. That's fine. I have two questions. The first one that's regarding the like strategy. I know that you are not part of the government, but is there any 5-year, maybe 10-year vision in terms of digitization? And the second question is, what are your expectations from the Algerian diaspora? Any specific expectations, something like that? Jazakallah khair. شكرا. باش نريبونديو احمد دوك نريبونديو بالانجليزي عفوا صحاب. لا معليش ريبوندي بالعربيه كما حبيت. انا حاب ريبوندي بقبايليه. معليش. Alors معليش شوف en termes de stratégie pour être clair le gouvernement pour dire qu'avant on avait ce qu'on appelle la stratégie e-Algérie 2013. Il y avait un document qui a été écrit carrément détaillé, mais malheureusement qui n'a pas été pris en considération.
Maintenant, vu la situation politique et tout, sincèrement, pour moi, ils sont sur le tactique, ils ne sont pas sur le stratégique. Hein. Ils sont sur vraiment le court terme, régler ce qui est vraiment en urgence. Il y avait un projet qui est toujours sous, c'est l'Agence nationale du numérique, qui était l'agence qui devait tracer la vision digitale en Algérie jusqu'à 2030, mais qui n'a pas encore vu le jour, pour plusieurs raisons. Pour la diaspora, sincèrement, ce que je vois, ça reste un avis personnel, c'est qu'il y a deux axes à faire. Bon, il y a des gens qui veulent rester à l'étranger, essayer de lancer des choses au pays. Il y a des gens qui veulent rentrer et faire des choses. Je pense que les deux cas, on peut faire des choses. Il y a beaucoup de compétences en Algérie, donc on peut les faire travailler à distance, qui m'aident. Comment il s'appelle, Hakim ou là. Ça veut dire essayer d'avoir du outsourcing, ça veut dire avoir des ressources en Algérie qui travaillent pour l'étranger, ou la lancer des boîtes carrément à l'étranger avec de la ressource humaine en Algérie, surtout pour les ressources disponibles, par exemple du IT ou d'autres disciplines. Comment on peut, les gens qui sont intéressés pour rentrer, avec l'Algérie, c'est un pays vierge. Il y a beaucoup de domaines qui sont à faire. Mouchno, encore une fois, les gens qui travaillent à la Ballon, il faut avoir vraiment le souffle. Vraiment, il faut avoir le souffle. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas. Vraiment, l'administration, le système fiscal, le système financier, l'éducation, la santé, il y a beaucoup de contraintes sur le terrain. C'est pour ça que les gens, il faut s'attendre à tout ça. Mais dans les domaines, je pense qu'il y a beaucoup de choses en Algérie à faire, surtout donc avec cette tendance d'aller vers la production nationale et éviter l'importation. Je pense que, bon, bien sûr, tout dépend du domaine, mais pour moi, l'Algérie, il y a beaucoup de choses à faire, soit en Algérie ou produire en Algérie et exporter à l'étranger. Mais à la fin, la diaspora, pour moi, elle a toujours un rôle à faire à l'image de ce qui se fait pour les Marocains, ou les Tunisiens, ou les autres nationalités. Merci. Merci Yazid. On passe la parole à monsieur Ahmed, ما كاش des femmes qui interviennent pour ne pas te taxer de... Kaïl Habiba, elle a intervenu au début. Après, il y en a aussi. D'accord. Donc, on va y arriver. Moi, je passe la parole par priorité. Donc, pour ne pas attendre les gens beaucoup. D'accord. Donc, Rachid Sadi, il peut intervenir. Il peut poser sa question. Rachid Sadi, il est là. Bon, sinon, alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, merci beaucoup. Merci pour la qualité des échanges. Je vais essayer d'être bref puisque des sujets déjà ont été traités par les différents intervenants. Moi, j'ai la première remarque par rapport à la partie utilisation du numérique, ce qu'on a focalisé au départ sur le e-payment. Je dirais, il y a peut-être une question qui est liée peut-être au comportement. Par exemple, il y a des études comportementales qui montrent que dans les e-payment, ce n'est pas que la difficulté d'utilisation, c'est plutôt aussi le besoin quand on paye une facture de Sonergaz une fois par 3 mois, alors que Sonergaz a des agences partout, et ben les gens disent que finalement, je passe payer à côté, ça pose aucun problème. Et le plus important, le plus urgent, c'est d'avoir de l'information complète. C'est l'industrie de contenu qui fait défaut, comme disait tout à l'heure le monsieur. Vous faites un site au final pour appeler les gens, pour vous expliquer, pour vous donner des compléments d'information. Donc, il y a peut-être des priorités à faire sur cette partie-là. Donc, plutôt l'industrie du contenu dans la partie publique. Je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations sur l'accès sur l'état civil, sur pas mal de documents. Il y a un allègement indéniable en vie en Algérie. Donc, on sait que les choses se sont améliorées pendant quand même les 2 dernières décennies, indéniablement.
Maintenant, c'est sur cette partie de demande d'information qu'on perd beaucoup de temps. Et sur la partie e-payment, on n'a pas la possibilité de payer tous les jours des besoins de tous les jours. Mais les besoins une fois par mois, une fois par trimestre, de l'eau, de l'électricité, on peut toujours le faire pour gagner une demi-heure, une heure de temps. Mais c'est surtout la partie e-payment qui pose problème. Et c'est cette partie-là, à mon avis, qui peut libérer un peu les initiatives et rendre service à tout l'écosystème. Ma question concerne essentiellement le maillon de la data. On n'en a pas vraiment parlé. Comment vous trouvez-vous, comment placez-vous on en parle très peu, le secteur de la data qui se développe aussi ailleurs. Le numérique, ce n'est pas uniquement l'infrastructure, ce n'est pas uniquement de l'accès à l'information, l'édition de documents, mais c'est plutôt tout ce qu'on peut faire aussi avec. Donc, où peut-on, et on n'a pas aussi beaucoup de données là-dessus, où peut-on, je dirais, situer le marché un peu de la data, comment tirer maximum de valeur ici en Algérie. Et pour, juste entre parenthèses, le monsieur qui appelle de Chicago pour parler des besoins aussi de la diaspora, c'est aussi une question je dirais, de besoin du secteur économique. C'est une question aussi auquel beaucoup d'études, il y a des études qui sont faites, mais je pose, il y a aussi des questions de priorité, à mon avis. On ne peut pas tout faire. On commence maintenant. Peut-être que l'idéal, c'est de commencer aussi à faire des priorités en faisant parler, en écoutant un peu les utilisateurs pour bien comprendre les besoins de chacun. Merci bien. J'espère que j'ai pas été très long. Merci. En fait, je commence pour la partie e-payment. Donc, en fait, pour les besoins de tous les jours, donc si on prend les hypermarchés et toutes les grandes surfaces, actuellement, la plupart sont équipés par les TPE. Donc, on a toujours la possibilité de payer par carte. Et aussi, on a les sites de e-commerce qui commencent. C'est vrai que c'est des sites qui assurent la livraison, mais voilà, toujours avec un paiement cash. Mais c'est une question de temps et de confiance aussi. Il faut que la loi sera mise en place, la protection du consommateur. Il y a des couches qu'il faut mettre en place pour essayer de vraiment développer la chose, mais je pense que c'est en cours de développement. Pour la data, en fait, la data en Algérie, donc je pense que bon, il y a tout ce qui est data gouvernementale qui est disponible soit au niveau de l'ONS ou là au niveau, par exemple, de l'état civil. Il y a des choses qui restent confidentielles, mais le reste, je pense qu'il y a un problème d'accès à la data. Donc, on n'a pas un truc de open data où tout le monde pourra avoir accès aux données. Pour les données des achats, par exemple, un site comme Webknis, je suppose que c'est un site qui pourra être une mine d'or en termes d'informations sur les tendances d'achat des Algériens, qu'est-ce qui intéresse les Algériens, mais ça reste de la donnée privée qui peut être vendue par les gens qui ont le site si on veut faire de l'analyse approfondie sur vu la nature du site et le nombre de visites et le taux de rebond à l'intérieur du site, ainsi de suite. Donc ça, c'est un point effectivement qui fait défaut en Algérie, où je peux chercher des datas, avoir de l'information sur tel ou tel domaine. C'est un point que je vous accorde. Il y a un manque important. La dernière question, c'était quoi? C'était par rapport à la priorisation des besoins, en fait. Donc, est-ce qu'on commence on parle de Taïba, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, il faut quand même qu'on fasse des études auprès des utilisateurs, faire parler un peu. Oui. Voilà. En fait, le problème, c'est qu'en Algérie, c'est qu'on a tardé à faire beaucoup de choses. Et du coup, tout est prioritaire. Donc, du coup, on se retrouve dans l'obligation de tout faire. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire, mais pas très bien faire. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours des insuffisances. Mais pour moi, toujours, je dis qu'on commence et on améliore. C'est mieux que de toujours exiger l'excellence dès le début. C'est comme un produit MVP et on avance. Donc, je pense qu'il faut commencer et donner la dynamique aux différents chantiers pour avancer.
il y a beaucoup de contraintes dans le terrain. Des fois, je dis, je ne souhaiterais pas être à la place de gens qui décident sur des projets où ils ont un problème de ressources humaines, de budget, d'avoir de bons project managers. C'est pas évident. Hein. Des fois, on a l'impression que c'est facile, mais quand on va aller dans le terrain, la réalité dans le terrain est difficile, surtout avec tout ce qui est réglementation qui existe, avec les contraintes du public, les lois, les marchés, la ressource humaine. Sur le terrain, il y a beaucoup de problèmes, il faut le dire. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut faire avec et essayer d'avancer. Exactement. Merci. Merci à vous. Pour ces éléments de réponse, alors juste pour continuer en fait dans la réponse à M. Rachid. Donc il y a un think tank en fait algérien qui s'appelle CAR. On a la dernière fois en fait invité M. Mohamed Touazi. Donc ils ont en fait un tableau de bord numérique qui est la première plateforme numérique qui regroupe en fait les données enfin des informations sur l'économie algérienne provenant de sources officielles. Donc j'ai mis en fait l'URL dans Merci beaucoup. Vous pouvez en fait regarder, voir, il y a pas mal de données et des statistiques qui sont de sources officielles. Je passe la parole à M. Tarek. Il peut intervenir et poser sa question. Bonjour Ahmed, merci beaucoup pour ce que tu fais déjà hein, au sein de ce groupe. Je trouve que en toute sincérité, vous faites un travail formidable et effectivement, on a besoin de le dire à un moment donné hein, dans toutes les langues. Moi j'ai créé ma PME industrielle à Tizi Ouzou en 2016. J'ai effectivement fait face à toutes les difficultés possibles et imaginables qui sont voilà le parcours du combattant dans l'environnement des affaires que toutes les PME et tous les jeunes affrontent. Tarek, le son est un peu faible, si tu peux augmenter un petit peu le son. Ah, d'accord. Ma question par rapport à digital, c'est quelle est la vision que vous avez par rapport au développement du e-commerce en Algérie? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une maturité de la part des organisations, je veux dire des entreprises pour aller sur du e-commerce? D'accord. En fait c'est une question qui est, en fait, les entreprises. Alors. Oui. Alors le son juste. Alors, j'ai dit que le e-commerce en fait c'est lié au marché. Ça veut dire que actuellement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vrai potentiel? Oui. Mais pas immédiatement. Ça veut dire qu'il y a une culture de e-commerce à promouvoir. Il y a tout l'écosystème de e-payment et la loi du e-commerce aussi qu'il faut vraiment alléger, qui est un peu complexe. Il faut protéger le consommateur. Il y a plein de choses qu'il faut mettre en place. Mais je dirais que l'étape initiale a commencé avec tout ce qui est marketplace et sites d'annonces qui sont, je dirais, la version 0 de l'e-commerce, puisque je mets un produit en ligne, il y a des gens qui consultent, qui recherchent, qui commandent, je livre, mais à la fin, j'ai le paiement qui est fait généralement en cash. Je pense qu'on peut aller vers une évolution de ce schéma, et ce schéma le Covid a vraiment fait avancer ce schéma. Vraiment, on a gagné pour moi de 2 à 3 ans, puisque les gens ont eu cette culture par la force des choses, que ce soit les commerçants, les commerces ou même les citoyens pour commander des produits de chez eux. Là, les sociétés de livraison, on voit que ça se développe, c'est important dans la partie logistique. Maintenant, pour moi, il y a 2 couches qu'il faut développer. Il y a tout ce qui est e-payment en termes de culture et moyens. Il y a aussi l'aspect légal.
où la loi du e-commerce doit être vraiment simplifiée de telle façon qu'on peut garantir la protection des droits des consommateurs et que les règles soient très claires. Pour, par exemple, si je reçois demain un bien défectueux, je dois avoir le droit de l'échanger, je dois avoir quelqu'un qui peut me défendre, ainsi de suite. Mais je pense que la tendance, on va aller inévitablement vers le e-commerce, c'est une question de temps. Maintenant, reste la vitesse, tout dépendra de l'écosystème et des efforts qui seront faits pour améliorer et accélérer les choses. Très bien. Merci beaucoup pour la réponse. Merci. Merci. Alors, je vais juste relire en fait les remarques de M. Bokhalfa Yassi, qui a intervenu tout à l'heure. En fait, c'est le président du cluster d'énergie en Algérie. Donc, je relis: Diaspora can share experience with local players to develop new ideas and new practices. Look for local partners to initiate business and push toward new ways. Maintain a strong relationship with local player. Develop a relationship between professional organizations from diaspora to local organizations and vice versa. By these relationships and businesses, our diaspora will accelerate local reforms. Donc, c'est à peu près en fait les points, quelques points en fait de M. Bokhalfa Yassi pour accélérer le changement en fait sur local à l'aide de la diaspora. Donc, sachant que M. Bokhalfa Yassi, c'est le président du cluster d'énergie en Algérie, donc il a mis en fait son site web et son email sur le chat si vous voulez le contacter par la suite. Je passe la main à Madame Fottom Mihoubi pour qu'elle intervienne et poser sa question. Oui, salam alaikum. Salam. Alors, je m'appelle Fatoum et je vous appelle de France. Alors, en fait, j'ai une question, mais en deux parties. Alors, ça ne concerne pas les salariés, mais ça concerne plutôt les entreprises. Alors, je voulais savoir au niveau des entreprises, selon vous, quels besoins et quelles priorités au niveau du digital et de la transformation, donc de la conduite du changement, en interne, je parle, les entreprises auraient besoin. Et la deuxième partie de ma question, donc c'est toujours lié aux entreprises, mais là, c'est tourné vers les salariés. Selon vous, quelles compétences et aussi aspects du numérique il faudrait développer chez les salariés? Et si pour vous, il y a des secteurs privilégiés à cibler? Parce que, en fait, je repense à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous parliez d'Alger et la difficulté de trouver des bons développeurs. Donc, quand vous dites bons développeurs, ce n'est pas le problème finalement de trouver des développeurs, mais c'est de trouver des développeurs qui répondent aux réalités du terrain. Donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi un problème de formation dans les entreprises. Donc, c'est pour ça que je vous pose ces questions-là. Voilà. Merci. Alors, pour la première question, en fait, les entreprises algériennes, en fait, on ne peut pas les classer au même niveau, par exemple, de digitalisation. On a des secteurs comme les multinationales, les banques, les assurances, Sonatrach. Donc ça, c'est un certain niveau des opérateurs mobiles. Donc ça, on a un certain niveau de digitalisation. Après, on a tout ce qui est groupe industriel privé aussi. C'est un niveau un peu moins développé, mais qui est relativement acceptable. Puis, on a les PME. Donc, dans toutes ces entreprises, il y a différents niveaux de digitalisation. Des entreprises déjà qui ont un problème de gestion en interne, qui n'ont même pas d'ERP. Des fois, le problème dépasse le logiciel. Donc, c'est tout ce qui est process de gestion, mise en place de process et de postes de travail. Et donc, des fois, il y a un problème de management à l'intérieur avant de parler de IT ou de digitalisation. Donc, mais ce qui est clair, c'est que de plus en plus, avec la concurrence, avec le contact avec à l'étranger, avec des partenaires, donc toutes les entreprises sont dans l'obligation de se mettre au digital et d'investir soit en termes d'outils, de technologie et de ressources humaines. Donc, là, en Algérie, on a différents niveaux. On peut avoir vraiment des sociétés à l'image, par exemple, des opérateurs télécoms qu'on pouvait, par exemple, qui sont dans les normes internationales.
Là, les banques, où tout dépend de, parce que c'est une banque privée, étatique, là où on a le privé ou une banque étrangère, toujours, généralement, on les trouve dans un niveau acceptable ou même avancé. Maintenant, reste le travail, je pense, il est dans tout ce qui est groupe industriel privé et les PME. Là, il y a un effort à faire. Il y a beaucoup de choses que, soit les boîtes qui développent des produits, soit du logiciel ou même avec les tendances actuellement mobiles, GPS, tout ça, on peut aussi leur proposer des choses. Donc, c'est une question aussi du marché et qu'est-ce qu'il offre. Donc, pour moi, le besoin, il est là, il est énorme. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a des paramètres qui sont les prix, les investissements, le climat économique et la crise actuelle. Par exemple, la crise qu'on vit actuellement n'encourage pas forcément les gens, les boîtes ou les entreprises à investir. Maintenant, pour la ressource humaine, en fait, pour moi, c'est vrai que la spécialisation, quand on parle des informaticiens, la spécialisation, elle est importante, mais pour moi, en 2021, ça ne pose pas un grand problème. Les technologies changent vite. On peut être sur une techno en 2021, en 2022, on a une nouvelle technologie, il faut la maîtriser. Donc, il y a beaucoup de moyens d'adaptation, de formation en ligne, de pouvoir échanger. Donc, il y a beaucoup de possibilités de se mettre à jour. Donc, pour moi, si on a vraiment de la ressource humaine compétente, la spécialisation ou le changement de techno ou de domaine est facile si on met les moyens, soit former les gens. Il y a des centres de formation en Algérie qui sont spécialisés aussi. Pas dans tous les domaines, mais on a des boîtes qui donnent des centres de formation qui font des formations dans le digital, soit dans l'IT, développement. Allô? Oui, allô? Coupure. Et je pense Oui, je qu'on a l'entends. perdu Yazid. Yazid a été un peu coupé, donc on attend en fait son retour. Yazid? Désolé, il y avait désolé, il y avait une déconnexion. Donc, je ne sais pas à quel niveau la connexion a été interrompue. En fait, vous disiez qu'il y a des organismes de formation qui sont spécialisés dans le digital et l'IT. D'accord. Et après la suite, pas entendu. Voilà, donc j'ai dit que soit en présentiel, ça veut dire on envoie des gens pour se former dans des centres de formation, et on a aussi tout cet énorme potentiel qui existe dans la formation en ligne. Donc, on peut trouver vraiment ce qu'on veut en termes de formation technique sur différentes technologies en ligne. Et ça va être le mode par défaut, puisque là, les gens qui développent soit dans le mobile ou on a un changement technologique rapide et très intense. Donc, on est tout le temps en face d'un changement technologique, il faut s'adapter, il faut se former. Donc, pour moi, c'est pas ça qui va poser problème. Le plus important, c'est d'avoir la bonne compétence qui est prête à suivre. Donc, ça, c'est sur la partie technique. Il y a d'autres métiers qui doivent se transformer. Par exemple, toutes les équipes qui travaillent dans le marketing et le commercial doivent s'orienter vers tout ce qui est marketing digital, vers la présence sur les réseaux sociaux, le community management, la réputation, c'est-à-dire toute cette partie digitale et les nouveaux moyens de vente, de paiement, de marketing, de commerce. Il faut une conversion vers ça. Et je pense qu'il y a un vrai potentiel pour les gens qui ont des compétences sur ça, soit pour coacher, pour donner des formations, soit pour travailler, pour vraiment donner de la valeur dans ce domaine. D'accord, je ne sais pas ce que j'ai répondu. Oui, j'aimerais savoir en fait si c'est possible de vous contacter pour approfondir la question de la formation justement. Oui, bien sûr. En fait, la présentation vous sera envoyée, mais il y a mon email à la fin. Au dernier slide, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. D'accord, Inch'Allah. Je vous remercie. Bien. Merci Donc, je vous informe que je vais après l'accord de Yazid, bien sûr, je vais envoyer en fait sa présentation pour tous les participants.
et aussi en fait le replay qui sera en fait envoyé à tout le monde. Donc je crois en fait qu'on est arrivé un petit peu à la fin de ce webinaire qui était riche d'informations, d'interactions. Donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à Yazid Agdal en fait de son temps, de sa présentation, de sa disponibilité. Je remercie aussi tous les participants de leurs questions, de leur interaction. Donc j'espère en fait que ça a été utile pour la diaspora et aussi pour les Algériens qui sont en Algérie. Voilà, donc Algerian Business Club vous donne en fait rendez-vous le mois prochain pour 2 autres webinaires, un dans la logistique et un autre en fait c'est une autre success story qui va nous raconter son succès en Algérie et les problèmes qu'il a surmontés pour créer son business. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite en fait une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Merci à vous. Comme ça, assalamu alaikum. Salam alaikum.